Je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'invitation et remercier la médiathèque pour l'accueil. Je vous dis à tous bonjour et bonne année. On commence cette nouvelle année, on espère qu'elle sera très bonne pour tout le monde. Et donc moi je suis chercheur au Centre scientifique de Monaco. Je suis économiste et je travaille sur l'environnement. J'ai travaillé avec l'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, en collaboration avec le CSM pour mettre en place des workshops multidisciplinaires. Donc c'est un petit peu ma marque de fabrique, c'est de travailler en multidisciplinarité, main dans la main avec les scientifiques, les sciences naturelles, les sciences sociales, tous ensemble. Et c'est comme ça que je suis arrivée au GIEC. Et je vais vous présenter ce matin donc les principaux résultats qu'on a trouvés pour essayer de transmettre un petit peu ce qui se passe, l'urgence climatique. Et puis dans une deuxième partie, je vous parlerai de la COP28, puisque j'ai passé 2 semaines à Dubaï avec les négociateurs et essayer d'apporter justement la science vers la décision politique. Merci. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le GIEC? Alors, le GIEC ne fait pas de la recherche. On récolte tout ce qui a été fait au niveau recherche et on les analyse et on apporte notre regard d'expert. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas nous-mêmes les articles dans les rapports du GIEC. On les synthétise et on donne notre avis dessus. Donc c'est un temps fou. C'est l'équivalent de 6 mois de travail à temps complet par an. Donc voilà, moi j'ai été engagée dans le cycle 6, qui sont voilà, les 6 rapports qui ont été dans le cycle 6. Il y a 3 rapports spéciaux, le 1,5 degrés Celsius, le rapport sur la Terre, le rapport sur la mer dans lequel j'étais. Ensuite, on a dans le GIEC 3 groupes de travail. Le premier qui est la base physique, qui a sorti son rapport en 2021. Et puis, il y a le groupe 2 sur les impacts, l'adaptation et les vulnérabilités dans lequel je suis intervenue. Et puis, le Working Group 3 qui est sur plutôt l'atténuation et tout l'aspect donc réduction des émissions de CO2. Tout ça ensemble a été le cycle 6. Et ce que je vais vous présenter en fait aujourd'hui, c'est le rapport de synthèse des 6 rapports à la fois. Donc ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'on est actuellement à 1,2 voire 1,3 degrés Celsius au-delà de ce qu'il y avait dans les ères pré-industrielles. Donc dans le rapport, on avait parlé de 1,1 degrés Celsius et ça c'était en 2021. Donc vous voyez, on est déjà bien monté dessus, on n'est pas du tout sur la bonne tendance. Ça, c'est problématique parce que si on continue comme ça, certains scénarios nous mènent à 3,2 degrés Celsius, voire 4 degrés Celsius. Donc, on est plutôt mal par rapport surtout aux accords de Paris, hein, puisque les accords de Paris, l'objectif, c'était de rester en deçà de 2 degrés Celsius, voire 1,5 degrés Celsius. Donc voilà ce qu'on a comme graphe qui nous montre, hein, vous voyez que pendant très longtemps, on était resté sur une tendance assez plate et puis soudainement, c'est monté. Ça, c'est une grosse accélération dans l'ère industrielle, justement, avec ces révolutions industrielles qui n'ont pas été que très bonnes. Elles ont été peut-être bonnes économiquement, mais pas écologiquement. Ça a en tout cas accéléré les émissions de CO2 et la température qui est augmentée au niveau global. Donc, qu'est-ce que cela implique? Ça implique des augmentations de concentration de CO2, plus que jamais. On a le niveau des mers qui va augmenter. Pourquoi le niveau des mers augmente? Alors, il y a 3 raisons. La première, c'est les glaces qui sont en Arctique et Antarctique qui fondent. La deuxième raison, c'est les glaciers
sur la Terre, qui sont dans les montagnes, qui fondent aussi. Donc, tout ça va dans la mer et fait monter le niveau de la mer. Et puis l'augmentation des températures fait qu'on a une dilatation de l'océan qui accélère encore cette augmentation du niveau de la mer. Donc 3 raisons qui accompagnent l'augmentation des températures. On a les glaces qui fondent, notamment en Arctique, et on a découvert que l'Antarctique fondait beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Donc ça, c'est une grosse catastrophe. Les glaciers sont en train de diminuer aussi un peu partout. Et on le voit vraiment à l'œil nu en fait. Dans les montagnes, on n'a pas besoin des scientifiques qui le calculent. C'est même en allant se promener dans les montagnes, on le constate déjà. Donc, suivante. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'actuellement, on a des politiques qui essayent de faire face à ce changement climatique, mais elles ne sont pas suffisantes. Et surtout, elles ne sont pas durables, ces politiques. Donc, il faut vraiment accélérer le rythme, faire des efforts supplémentaires, parce qu'on est face à des menaces qui sont sans précédent, en fait. On doit créer quelque chose de nouveau si on veut protéger notre planète aujourd'hui et pour les générations futures. En fait, pendant très longtemps, on a dit que le changement climatique allait impacter les générations futures, les générations à venir. Mais maintenant, on ne le dit plus. On dit qu'on est déjà nous-mêmes impactés. Donc, il faut faire vite là. Alors, ce qu'on voit ici, donc on sait déjà que le changement climatique a été causé par l'homme. Ça, la science l'a dit très clairement. Et ça va continuer à s'intensifier, malheureusement. Donc, les principaux domaines qui vont être atteints, donc on a les ressources en eau, la production de nourriture, le système, donc, le système alimentaire, la santé et le bien-être humain. On a tout ce qui est les villes, tout ce qui est les infrastructures urbaines et côtières qui vont être vraiment abîmées par le changement climatique. Et puis, il y a la biodiversité, les écosystèmes qui vont être atteints. Donc, la biodiversité terrestre dans les rivières et aussi beaucoup dans l'océan. Je vais insister plus peut-être sur l'océan parce que c'est plus mon domaine de recherche, mais c'est vraiment partout que les catastrophes vont avoir lieu. Et par exemple, sur la santé humaine, on a une augmentation des maladies qui sont en train d'arriver, on a des problèmes de malnutrition, on a des problèmes mentaux liés à ce changement climatique parce qu'on a ce phénomène d'éco-anxiété qui touche de plus en plus de personnes. Et puis, on a les migrations climatiques qui sont en train de s'accélérer. Voilà, sans rentrer dans tous les détails, vous voyez que tous les secteurs économiques vont être impactés à cause de ce changement climatique. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est de pouvoir réduire nos émissions de CO2. Ça, c'est la première chose que dit le GIEC. C'est la première mesure à mettre en place. La deuxième chose, parce qu'on sait que ça va prendre du temps, que ça ne va pas être évident, donc il va falloir aussi s'adapter. C'est pour ça que quand on parle de politique de changement climatique, on parle d'atténuation et d'adaptation. Donc il y a les deux qui vont aller main dans la main. Et ce qui risque d'arriver, en fait, c'est qu'on va atteindre le 1,5 degré Celsius, voire un petit peu le dépasser, parce qu'on voit dans les tendances actuelles, on aura du mal à ne pas le faire. Et après, ce qu'il faudrait, c'est recourber en fait cette tendance. Donc, ce qu'on pense, c'est autour au début de 2030. Certains pensent 2033. On va dépasser le 1,5 degré Celsius si on continue comme ça. Et ce qu'il faudrait, c'est des politiques très très sévères pour recourber la tendance et redescendre en dessous. Donc voilà, parce que on le voit ici, à chaque en fait incrément d'augmentation de température, les effets vont être très importants. Donc le changement climatique
est beaucoup plus grave quand on va être à 3-4 degrés Celsius que quand on sera à 1,5 ou 2 degrés Celsius. Merci. Donc ici, on le voit encore mieux sur... voilà, ça c'est le genre de schéma qu'on aime bien faire, des cartes qu'on aime bien montrer parce qu'on voit ici, c'est plus clair, c'est largement plus clair qu'à 4 degrés Celsius, ce qui veut dire c'est que les températures à 1,5 degrés Celsius impacteront surtout l'Arctique, on le voit. Ça impactera aussi beaucoup l'Asie, l'Afrique, malheureusement. Tous les pays vulnérables seront plus impactés. À 2 degrés Celsius, ça commence à se foncer, puis 4, tout le monde est catastrophique. Donc, on se base évidemment sur la science pour dire ça, puisque les rapports du GIEC, c'est vraiment la science qui va vers les décideurs politiques pour expliquer ce qu'il faudrait faire. Alors, on ne leur donne pas vraiment les politiques, on n'a pas à le faire. Par contre, on leur explique qu'il y a des solutions et qu'ils peuvent les mettre en place. Ces solutions-là, elles sont expérimentées. On a toute la littérature scientifique qui est derrière. Donc, on essaye de leur expliquer les conséquences du changement climatique, l'impact, mais aussi qu'il y a des solutions qui peuvent être mises en place. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on aura, avec chaque incrément, donc, comme je disais, d'augmentation des températures, on aura plus de pertes et plus de préjudices. C'est pour ça que quand je parlerai tout à l'heure de la COP, on parlera de ce fonds de pertes et préjudices. Et ces risques vont augmenter dans tous les secteurs, dans toutes les régions du monde. Et il va être de plus en plus difficile en fait de faire quelque chose. Alors d'un point de vue économique, puisque je suis économiste, ce que j'explique aux décideurs politiques, c'est que c'est vrai que mettre en place des politiques environnementales, ça a un coût. Mais si on attend, le coût va être plus important. C'est ce qu'on appelle le coût de l'inaction. Donc c'est pour ça qu'il faut les mettre en place le plus tôt possible et ça diminuera les risques pour plus tard en plus. Merci. Donc voilà, les pertes et préjudices font partie de notre futur. Ça va surtout impacter les écosystèmes les plus vulnérables, mais aussi les populations les plus vulnérables. Et malheureusement, ces populations les plus vulnérables sont déjà avec d'autres problèmes, comme la pauvreté, les problèmes de santé que je vous parlais tout à l'heure. Ce sont vraiment des populations qui sont marginalisées aussi, même proches de nous en fait. Souvent on dit population vulnérable et on pense aux pays pauvres, mais ce n'est pas seulement les pays pauvres, c'est même les populations chez nous qui sont marginalisées et plus pauvres, qui seront plus impactées par le changement climatique. Donc ce sont ces populations-là qu'il va falloir protéger et il va falloir aussi évidemment protéger nos écosystèmes. Donc pour cela, il va falloir du financement, il va falloir mettre les moyens et on doit réduire, donc, comme je disais, les émissions de CO2 et puis les aider à s'adapter parce que eux ont vraiment besoin de cette adaptation et ne pourront pas la faire tout seuls. Merci. Donc le changement climatique, on a dit, il est supposé augmenter la sévérité des impacts partout dans les systèmes naturels, les systèmes humains. Donc ici, on a des fameux, ce que j'ai repris tout à l'heure, les risques de perte d'espèces. Donc on a cette perte de la biodiversité. Si on perd la biodiversité, on va perdre aussi des puits de carbone. Et je vais vous expliquer ça. On va perdre aussi au niveau de la qualité de notre bien-être, de la santé humaine. On va perdre d'un point de vue économique la production, par exemple, du maïs, les pêches. J'ai une étude que j'ai faite récemment, qui a été publiée l'année dernière. On a par exemple, là je sors un petit peu des rapports du GIEC, mais je vous explique quelque chose qui est très proche de nous, qui est la Méditerranée. Avec l'augmentation des températures, les poissons vont remonter vers le nord. Pourquoi ? Ils vont quitter les côtes de l'Afrique parce que les températures sont très chaudes pour remonter vers l'Europe où les températures sont quand même plus clémentes pour l'instant. Donc en faisant cela,
les pays d'Afrique du Nord qui utilisaient ces poissons pour leur subsistance en auront moins. Et en Europe, quand elles vont arriver sur les côtes, au bout d'un moment, elles ne pourront plus monter plus haut, et certaines espèces vont carrément disparaître. Donc ça, c'est le problème des pêches. Donc si les températures augmentent, on va perdre des poissons. Et on sait que nos régimes alimentaires sont en train d'aller de plus en plus vers une diète vers les fruits de mer, parce qu'on nous dit que c'est bien pour nos apports protéiniques. Ça, c'est pour nous. Mais imaginez pour les pays, les petits États insulaires en développement. Alors eux, ils sont très dépendants des poissons pour leur subsistance, pour leur nourriture. Et ils n'en ont plus parce que les poissons vont se déplacer, vont aller ailleurs, vont remonter vers le nord. Et par contre, ce qui va se passer dans les pays du nord, par exemple, ce qui s'est passé ça y est, j'ai plus le nom. Non, c'est en Islande. Voilà, pardon, c'est le décalage horaire. Je suis encore un petit peu déphasée. Donc en Islande, ce qui s'est passé, c'est que les poissons étant remontés, avant les pêcheurs jetaient leurs filets, ramassaient les poissons, rentraient au port et les vendaient, tout allait bien. Sauf que là, ils jetaient les filets, ils ramassaient trop de poissons, ils rentraient dans le port, personne ne les achetait parce que la population est limitée, c'est quand même pas énorme. Et donc, du coup, ils rejetaient les poissons dans le port. Ce qui faisait que ça sentait très mauvais, les poissons pourrissaient. Il y avait une surpêche qui était faite, qui servait à rien. Et les poissons servent aussi, si on les laisse dans la mer, à capturer le CO2. En anglais, ça s'appelle le fish carbone. Ça permet de capturer le CO2. Et quand les poissons meurent, ça va au fond de la mer et ça se séquestre pour des millions d'années. Donc, en tout cas des milliers d'années. Et ça, c'était perdu bêtement parce qu'on avait pêché trop de poissons. Donc, le temps que le système économique s'adapte, qu'en Islande, on mette en place, par exemple, des systèmes pour réfrigérer les poissons et pouvoir les exporter ailleurs, où ils n'y sont plus. Donc, ça a mis un petit peu de temps, quelques années, et ils ont souffert, en fait, de changement climatique. On aurait pu penser, c'est super, ils ont récupéré plus de poissons, mais vous voyez que même là, l'effet est négatif. On va peut-être passer à la suivante. Oui, donc là, je voulais vous montrer ces deux cartes aussi. Donc, vous voyez à 1,5 degrés Celsius et à 3 degrés Celsius, ce n'est pas du tout la même chose au niveau de la perte de la biodiversité. Pourquoi c'est important, la biodiversité? On parle beaucoup des forêts qui capturent le carbone. Mais moi, je vais vous parler de l'océan qui le capture aussi, ce carbone. On a des systèmes marins qu'on appelle de carbone bleu, comme les mangroves, les marais salants et les herbiers marins. En Méditerranée, on a la fameuse Posidonie qui permet de capturer le carbone si elle est toujours là. Donc, si on perd en biodiversité, voilà ce qu'on va perdre. Là, j'ai un projet de recherche avec l'Arabie Saoudite pour replanter les mangroves, justement pour capturer le carbone. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on sait bien qu'il y a un accord qui fait qu'en 2050, on doit être tous net zéro. C'est quoi net zéro? C'est-à-dire que si on émet des émissions de CO2, eh bien, il faut les capturer pour arriver à zéro. Et c'est ce que voudrait faire l'Arabie Saoudite avec des systèmes basés sur la nature. Alors, évidemment, il faut qu'ils réduisent de l'autre côté leurs émissions de CO2, notamment en sortant des énergies fossiles. Et pour cela, aller vers plus le renouvelable. Mais il y aura toujours quelque chose qui restera, ce résiduel. Eh bien, les systèmes de carbone bleu, notamment les mangroves, pourront les aider à les capter. On a aussi, donc, comme je vous disais, les herbiers marins qui peuvent le faire. Donc, en Méditerranée, on n'aime pas trop la Posidonie quand elle se développe trop. C'est pas agréable pour le tourisme parce que voilà, ça gêne les hôtels. Mais voilà, c'est utile pour capturer le CO2 aussi. Merci. Donc ça, c'est le rapport spécial sur l'océan et la cryosphère, donc, dans lequel j'avais participé, où on avait les groupes 1 et 2 qui ont travaillé ensemble du GIEC. Et je vais vous parler donc de l'océan et de la vie marine.
Donc, ce qu'on sait, c'est que l'océan a déjà pris plus de 90% de l'excès de température. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est le rôle de l'océan. Par contre, en faisant ça et en capturant 25% aussi du CO2 de la planète, cet océan devient plus acide par une formule chimique. En fait, alors ça ne veut pas dire qu'il va devenir acide et qu'on va le goûter, ça va être du jus de citron. Non, c'est pas à ce point-là. Le pH va toujours être au-dessus de 7, mais par contre, ça va baisser. Pourquoi c'est important? Notamment d'un point de vue économique. On sait qu'il y a des espèces de mollusques comme les huîtres, les moules qu'on pêche pour se nourrir. Si jamais c'est plus acide, regardez, c'est comme quand on fait en classe l'expérience, on prend une craie, on met de l'acide dessus, c'est ce qui se passe avec leur coquille qui est en carbonate de calcium. Donc ça va s'abîmer, ils vont peut-être disparaître ou être portés à mal en tout cas. L'océan aussi, c'est une diminution de l'oxygène, ce qu'on appelle la déoxygénation, c'est-à-dire que les poissons qui sont dans l'eau n'arrivent plus à respirer. Ils vont suffoquer et mourir étouffés. Et ça va causer aussi des vagues de chaleur marine, comme on en a eu en Méditerranée ces 2 dernières années. C'est pour ça qu'il a fait très très chaud chez nous ces 2 dernières années, ces 2 étés. C'est à cause de ces vagues de chaleur marine qui étaient dans la mer. Parce que d'habitude, la mer permet de refroidir un petit peu, de prendre cet excès de chaleur. Et là, la mer était encore plus chaude, donc ça n'a pas pu le faire. Alors, ce qui se passe, donc, je vous en avais parlé, c'est ces populations qui vont bouger, qui vont essayer de trouver des températures plus clémentes. Donc, on aura une distribution différente des poissons, donc des pêches, résultats sur les pêches. Ça va impacter notre santé par l'apport de CO2 et aussi la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, c'est un des objectifs du développement durable. Donc, on a 17 objectifs du développement durable qu'on voudrait atteindre en 2030 dans tous les pays. Et c'est à cause du changement climatique, qui est en fait l'objectif de développement durable 13, on va aussi impacter d'autres objectifs du développement durable. On en parle aussi beaucoup, c'est la pollution, évidemment. En fait, il y a 3 grands problèmes environnementaux globaux. C'est le changement climatique, la perte de la biodiversité et la pollution. Et les 3 ensemble, ça fait des catastrophes au niveau environnemental et planétaire. Donc, d'un point de vue des océans, ce qu'on préconise, c'est une meilleure gestion des pêches et des aires marines protégées. Et là, on a eu l'accord de Kunming et Montréal qui a été signé et qui préconise que 30% de la planète devrait être protégée d'ici 2030. Donc, dans la mer aussi, il faudrait protéger. Le problème, c'est que dans la mer, on a des parties qui dépendent des pays. C'est les zones qui sont vraiment reliées au pays. Et puis, on a toute la partie haute mer qui ne dépend pas des pays. Et c'est là qu'on a des grandes discussions, par exemple sur le deep sea mining, c'est-à-dire aller forer au fond de la mer pour explorer et exploiter les minéraux qui sont là. On nous dit qu'on a de plus en plus besoin de la technologie. Pour avoir cette technologie, on a besoin de minerais. On peut la trouver sur Terre, mais c'est sûr, si on va dans la mer, on ne le verra pas, le résultat. Par contre, on est en train de détruire notre écosystème, tous nos écosystèmes marins. Et de notre côté, ce qui se passe aussi, c'est que je vous avais parlé de ce fiche carbone qui capture le carbone et qui va le séquestrer au fond de la mer. Par exemple, une baleine, dans sa vie, permet de capturer 33 tonnes de carbone. Donc, c'est quand même important. Et une partie, c'est parce qu'elle fertilise le phytoplancton avec ses mouvements horizontaux et verticaux, mais aussi parce qu'à la fin de sa vie, elle meurt, elle va au fond de la mer. Et si on se met à explorer et à aller farfouiller dans ce fond de la mer, ce qui va se passer, c'est qu'on va remonter le CO2
qui a été séquestrée depuis les millénaires. Donc c'est vraiment catastrophique. Alors les pertes et préjudices, comme je vous en avais parlé, pourquoi c'est tellement important? C'est parce qu'en fait, on a des changements climatiques qui sont déjà, dont les impacts sont déjà irréversibles. Par exemple, la montée des eaux. La montée des eaux, même si demain on arrête complètement nos émissions de CO2, déjà c'est pas très possible, hein, mais si on imagine qu'on les arrête complètement, les températures sont déjà trop élevées. Ce qui veut dire que les glaces continueront à fondre. Cette montée des eaux continuera à avoir lieu. Donc on a certains effets qui sont déjà là. Quand on sait que plus de 50% de la population mondiale vit sur les côtes, le rapport du GIEC nous dit qu'en 2050, c'est 75% de la population mondiale qui va vivre sur les côtes. Donc là, on se rend compte du problème avec la montée des eaux. C'est pour ça que le prochain rapport du GIEC, qui va sortir probablement en 2027, et ça sera déjà le cycle 7, hein, donc c'est le cycle suivant, ça portera sur les villes, et notamment les villes côtières. Parce que les villes sont vraiment les premières à être impactées et les premières causes aussi du changement climatique. Donc voilà. Donc le changement climatique, donc on le dit, hein, c'est un problème existentiel, c'est une menace pour le bien-être humain, pour aussi nos économies. Puisque si on ne fait pas attention, c'est notre système économique qui ne va pas suivre. C'est pour ça qu'on préconise alors on parle beaucoup de transition énergétique. En économie, on parle de transformation. Transformation de notre mentalité, il faut intégrer le problème du changement climatique. Transformation de notre système économique, que ce soit la production et que ce soit la consommation. Parce que nous, on peut agir aussi sur le changement climatique. Parce que souvent, on a tendance à tout remettre sur le poids sur le gouvernement en disant c'est à eux de faire quelque chose, ou les institutions internationales. Mais chacun de nous, à notre niveau, on peut consommer par exemple plus localement, on peut changer nos diètes et consommer moins de viande. On n'a pas besoin de manger de la viande tous les jours. Ça, même les médecins nous le diront. C'est même mauvais de manger de la viande tous les jours, de la viande rouge tous les jours. Donc voilà. Je ne suis pas médecin, mais mon fils est cancérologue et il me dit pas tous les jours de viande rouge, donc je commence à l'écouter. Donc on peut avoir un impact de cette façon. Pourquoi la viande rouge? Parce qu'en fait le bétail a un impact sur le changement climatique, le CO2 pour produire cette viande, mais aussi les émissions de méthane qui sont aussi importantes. Donc on continue. Donc les risques, on voit qu'elles augmentent. On aime bien, donc ça c'est dans les rapports du GIEC, je ne pouvais pas m'en empêcher de vous les mettre. Ce sont ces bâtonnets qu'on appelle les bâtonnets ambrés et où on montre en fait les risques. Plus c'est rouge, plus c'est risqué. Et vous voyez que c'est vraiment partout où on voit les risques qui augmentent. Si je prends le premier graphe, vous voyez que d'un rapport à l'autre, on voit vraiment les risques qui ont déjà augmenté entre le cycle 5 et le cycle 6. On a une augmentation des impacts du changement climatique qui sont déjà là. Donc voilà, c'est vraiment scientifiquement prouvé. Alors, c'est là ce que je voulais aussi vous montrer, que c'est le changement climatique, ça impacte vraiment toute la population mondiale. Regardez si on veut voir où on aura le plus d'impact, c'est comme je vous disais, ce sont les populations souvent les plus pauvres et les plus vulnérables, notamment en Asie et en Afrique, en Amérique centrale et du Sud aussi. On a beaucoup parlé aussi dans la COP des petits États insulaires en développement, parce qu'ils sont dans le Pacifique, ils subissent beaucoup aussi le changement climatique, notamment à cause de l'augmentation du niveau de la mer, mais pas seulement. Donc voilà. Alors, donc ça, c'est une question d'équité mondiale aussi, de pouvoir aider les autres pays à s'adapter.
Alors, une des façons, je vous parlais tout à l'heure des systèmes de carbone bleu, ces écosystèmes qui capturent le carbone. Alors justement, les pays en voie de développement en ont pas mal. Donc, eux, ils ont la chance d'avoir une nature qui est encore bien présente. Ils ont des forêts, comme l'Amazonie. En Afrique, ils en ont aussi. Et donc, une des façons de faire, c'est quand ils ont cette capture de carbone par leurs écosystèmes, c'est d'émettre sur les marchés financiers des crédits carbone que nous, on ira acheter et qui va leur permettre de rembourser leurs dettes et de protéger leur nature. Donc ça, c'est une grande discussion qu'on a eue aussi, notamment avec le Fonds monétaire international, qui parle de ce swap entre la dette et la nature et qui pousse donc ces pays à protéger leur nature pour protéger la planète, notre climat, et qui peuvent même avoir des financements de ce côté-là. Le problème, c'est que ces marchés carbone ne sont pas encore au point et qu'on a beaucoup discuté l'article 6, je vous dirai encore tout à l'heure, en parlant de la COP. C'est là qu'on n'a pas réussi à trouver un accord donc, sur les marchés carbone. Et donc, on a un prix du carbone qui varie entre 100 $ la tonne de carbone en Europe et 5 $ en Afrique. Donc, il y a une différence énorme. Donc, finalement, les Africains, s'ils émettent des crédits carbone, n'en récupéreront pas assez d'argent. D'autre part, les financements pour l'adaptation sont très bas. La plupart des financements vont plutôt vers l'atténuation, c'est-à-dire vers les pays en voie de développement, pour qu'ils réduisent leurs émissions de CO2. Et donc, il y a un vrai problème d'équité et de justice climatique. Donc ça, c'était quelque chose qui est très important de comprendre quand on parle de coopération internationale. On est obligé de prendre en compte tout ça, en fait. Merci. Donc en 1918, déjà, c'était le début du cycle 6, en fait. Ben, le GIEC a expliqué qu'on a des gros challenges pour garder les températures, l'augmentation des températures en deçà de 1,5 degré. Et puis, quand les rapports ont commencé à sortir, surtout les rapports principaux, on a vu que les challenges est encore plus grands. Donc, on n'a pas résolu le problème. Donc, ça, c'est clair. Donc, ces challenges étant devenus de plus en plus gros, on a un monde qui est de plus en plus chaud et on a des choix qui doivent être décidés maintenant. C'est-à-dire qu'on a en gros une décennie pour mettre en place les politiques environnementales pour lutter contre le changement climatique. Alors, ça doit être fait... Excusez-moi. Je prends de l'eau peut-être. Excusez-moi, j'ai la voix qui déraille. Donc, ces actions doivent être mises en place au niveau international, par les grands organismes internationaux, mais aussi par les gouvernements. Et ça ne suffit pas. Il faut aussi impliquer le secteur privé. Alors, le secteur privé, c'est-à-dire les entreprises, mais aussi les institutions financières. Je vous ai parlé du marché financier. Il y a les banques, les assurances. Les premiers impactés aussi vont être les assurances, parce que quand on a des augmentations de ces vagues de chaleur, de ces événements extrêmes, des inondations et des feux, donc les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller se tourner vers leur assurance pour être remboursés. Donc les assurances, ils doivent intégrer ces risques, ce qui veut dire que nous, on aura notre premium qui va être augmenté aussi. Donc tout le monde va être impacté, mais ça ne suffit pas. La société civile aussi doit être impactée. C'est pour ça que je suis là aussi devant vous, c'est pour vous expliquer que vos actions, mes actions, tout le monde, peuvent avoir une implication sur le changement climatique. Non, je vous disais, le choix alimentaire, ça peut être aussi notre choix de transport. Est-ce qu'on prend notre voiture? Est-ce qu'on marche un petit peu plus? Il y a quelque chose qui n'est pas très logique dans notre système de fonctionnement, en fait. Les gens prennent leur voiture, ils vont au travail, même si ce n'est pas très loin en voiture. Ils ne prennent pas forcément les transports en commun parce que c'est contraignant au niveau horaire ou quoi. Ils ne marchent pas.
Et puis une fois qu'ils ont terminé leur journée, ils viennent garer leur voiture pour aller faire de la gym. Il y a quelque chose qui est un peu problématique. Donc on peut faire changer tout ça. Et petit à petit, hein, c'est un changement de mentalité, de comportement qui va se mettre en place. Les jeunes sont très sensibles hein, à tout ça et je le vois déjà. Mais bon, ben, on peut nous aussi faire quelque chose. Donc voilà, ça c'est la figure pour vous montrer en fait les émissions de CO2 avec différents scénarios. Le rouge, ben, c'est en fait quand on ne fait rien, ou les politiques qui ne sont pas assez efficaces. Et puis si on veut limiter à 2 degrés Celsius, ben, il faut vraiment diminuer nos émissions de CO2. Et à 1,5 encore plus, c'est la courbe en bleu. Donc il faut se dépêcher de faire ça. Avec des actions rapides, il est possible hein, de conserver une planète soutenable, vivable pour nous tous. Et pour cela, il faut adopter ce qu'on appelle un développement résilient face au changement climatique. Ça veut pas, moi, je ne suis pas là pour vous dire qu'il faut arrêter de se développer, il faut arrêter de croître, il faut tout changer. Non, ça se met en place tout doucement. On veut un développement plus durable, ça c'est évident. Mais il faut aussi intégrer les problèmes du changement climatique. Donc c'est pour ça qu'on parle d'un développement résilient face au changement climatique. Et cela va en plus impliquer notre économie, c'est-à-dire que ça va être positif sur notre économie à long terme. Donc ce qu'on voit ici, vous regardez, on est sur ce point-là. Si on prend la mauvaise route, eh bien, on va aller droit dans le mur. Par contre, si on prend les bonnes actions, on peut aller vers ce développement qui est résilient face au changement climatique. Donc c'est pour ça qu'on pousse les décideurs politiques, avec nos connaissances scientifiques, à aller vers ce développement qui sera plus résilient et plus durable. Et donc voilà, c'est avec des graphes comme ça. Alors ça, ça semble simple, mais en réalité, ça a demandé des milliers d'articles qu'on a lus, pas seulement en sciences naturelles, mais aussi en sciences sociales, économie, anthropologie. Dans mon groupe de travail, dans le chapitre 18 du rapport du GIEC, du Working Group 2, il y avait un philosophe. Et c'était génial aussi de travailler comme ça en multidisciplinarité. Donc vraiment, toutes les disciplines ont leur place parce que chacun propose en fait quelque chose auquel on n'aura pas pensé si on ne travaillait que dans l'objectif de notre discipline. Donc voilà, vraiment chaque décision compte. Là, vous voyez donc en plus grand qu'est-ce qu'il faudrait faire. Donc les bonnes choses à faire sont en haut, donc des émissions plus basses, un système de transition, une transformation de nos économies, de nos mentalités, un risque climatique plus bas, plus d'équité, plus de justice, notamment envers ceux qui sont plus vulnérables, et puis la réalisation des objectifs du développement durable dont je parlais tout à l'heure. Donc pour cela, il faut travailler tous ensemble. Alors les conditions qui limitent d'arriver à ce développement qui soit résilient face au changement climatique, on les a ici. Vous voyez par exemple, plus les pays sont pauvres, moins ils auront de facilité à mettre en place ces politiques environnementales. S'il n'y a pas de financement, c'est très important le financement, là aussi il y aura un problème parce qu'on a besoin de plus de technologie, de solutions technologiques, on a besoin de plus d'adaptation. Donc voilà, c'est des points qui sont très importants. Et donc, je reprends donc pour dire que je martèle un petit peu le message, il faut agir vite. C'est pas pour uniquement la future génération, mais c'est déjà pour nous-mêmes. Et la rapidité avec laquelle on va réduire nos émissions de CO2, ça va impliquer en fait une diminution des risques climatiques. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment
faire très très vite. Hein. Je vous parlais d'une décennie, c'est la décennie de l'action, de mettre en place les actions. Donc c'est pour vous montrer là le lien avec les objectifs du développement durable. Regardez, l'objectif du développement durable, on passe du 12 à 14 parce que le 13, c'est celui sur le changement climatique. Et là, vous voyez que le changement climatique impacte tous les autres objectifs du développement durable. Donc ils sont tous liés en fait. Donc quand on prend une bonne action en réduisant nos émissions de CO2, en fait on est en train d'aider à atteindre les autres objectifs du développement durable également. Donc alors le rapport du GIEC, je vous disais, on étudie les impacts, on est en train d'apporter la science vers les décideurs politiques. Donc on leur explique qu'il y a des options qui sont déjà valables, qui sont possibles à mettre en place, mais il faudrait le faire très vite. Il faut les faire tant dans l'atténuation, c'est-à-dire réduire nos émissions de CO2, que pour l'adaptation. Alors pour cela, il va falloir se mettre à coopérer tous ensemble et travailler ensemble à trouver des solutions. D'accord ? Si chaque fois on rejette la faute sur l'autre en se disant c'est pas moi, il va le faire, ben on n'avancera pas. Et là, je voulais justement vous montrer que ces opportunités, elles sont vraiment à tous les niveaux du secteur économique. Donc vous voyez ici sur la société, les revenus, l'économie, la santé humaine. La santé humaine, si on a plus de maladies dues au changement climatique, ça a des coûts aussi hein, pour nous. C'est la sécurité sociale que ça va augmenter. C'est les hôpitaux qui coûteront plus cher. Vous voyez, quand il y a eu le Covid, ce qui s'est passé, ben, c'est ça qu'on est en train de risquer en fait. Hein. Donc c'est aussi tout ce qui est les villes, les infrastructures, tout est impacté, mais aussi les industries et le système de ramassage de déchets. Donc vraiment, c'est vraiment tous les secteurs de l'économie qui sont touchés. Donc voilà, c'est la suite, je vais passer peut-être plus vite. Donc les politiques et les lois existent déjà en fait hein, pour réduire les émissions de CO2 et on a déjà largement réduit certaines émissions. Donc ça c'est plutôt positif. Par contre maintenant ce qu'il faudrait faire c'est les augmenter. Et puis les États ont mis en place ils se sont engagés en fait à réduire leur contribution des émissions de CO2 et maintenant il faut les implémenter. Et on n'arrête pas de le dire, c'est-à-dire il ne suffit pas qu'ils le disent, qu'ils prétendent qu'il faut vraiment mettre en place les actions. Et je vous parlais tout à l'heure de la finance. C'est vraiment le nerf de la guerre en fait. Hein. Parce que la plupart de la finance va, donc, comme je disais, à l'atténuation, pas assez à l'adaptation, donc pas assez aux pays en voie de développement. On a aussi la finance de la philanthropie. Or, la finance de la philanthropie, par exemple, sur l'océan, on n'a que 1% qui va pour préserver l'océan. Et le reste va ailleurs. Il n'y a pas assez d'argent philanthropique qui va pour le changement climatique, en fait. Donc, ce qu'il faudrait, c'est en réalité inclure tous ces termes dont je vous ai parlé, d'équité, d'inclusivité, de justice climatique, pour pouvoir avoir une transformation de notre système économique et social pour aller vers une planète plus vivable. En fait, tout ce qu'on est en train de parler là, c'est de sauver notre planète. Jusqu'à présent, on n'a pas de planète B. On n'a pas une autre planète sur laquelle aller. On a bien essayé, hein, la Lune, la Mars, etc. Mais pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, ce qu'on peut faire, c'est essayer de préserver notre planète. Donc voilà, je vous rappelle les rapports du GIEC sur lesquels vous pouvez trouver toutes ces informations. Ce que je vous ai présenté là, c'était le rapport de synthèse qui reprenait donc tous ces éléments, les messages clés des 6 rapports. Et donc là, le cycle 6 est terminé depuis mars, puisque le rapport de synthèse est sorti au mois de mars. Et maintenant, on est déjà engagé dans le cycle 7.
Donc le suivant. Voilà. Je vais peut-être faire une petite pause pour voir s'il y a des questions dessus, puis après je parlerai de la COP.